Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène étrange, un truc qui, sur le papier, devrait nous rassurer, mais qui, en réalité, fout la trouille un peu à tout le monde. Alors non, je parle pas de la dissolution de l'Assemblée nationale, ni de la cote de popularité de François Bayrou, je parle juste de l'inflation. Alors, vous savez que ce mot, c'est un mot qu'on supporte plus, on supporte plus de l'entendre, c'est un truc qu'on nous balance depuis 4 ans pratiquement dans tous les sens, depuis que le patron de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, a pensé qu'elle n'était que transitoire et sous contrôle, alors qu'en fait, elle était ni l'un ni l'autre. Cette même inflation qu'on pense enfin avoir apprivoisée, si on en croit les médias. Oui, parce que vous avez vu, les chiffres baissent, ils baissent en Europe, ils baissent en France, ils s'écroulent même en Suisse, et puis aux USA, eh bien, c'est encore un peu différent. Donc si l'inflation baisse, ça veut dire qu'on allait plus fort, et que les gens qui nous dirigent, eh bien, ils ont fait un boulot de fou pour que notre vie soit mieux, meilleure, et bien sûr, plus facile. Sauf que c'est pas tout à fait le cas, et c'est un petit peu plus vicieux que ça. C'est même terriblement vicieux, parce qu'en fait, on ne vous dit pas tout. Et puisqu'on ne vous dit pas tout, bah moi, je vais vous le dire, et je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est facile de masquer la réalité. C'est une question de zoom et de dézoom. Je suis Thomas Veillet, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Zone Bourse. Commençons donc déjà par le commencement. Alors vous l'avez vu, l'inflation est retombée. Les chiffres sont jolis, le niveau des 2% qui était fixé par les banquiers centraux est atteint, la mission est accomplie, enfin c'est en tout cas le cas pour Madame Lagarde, mais pas encore tout à fait le cas pour Monsieur Powell. Bon, il faut dire que Jérôme Powell, lui, il n'est pas beaucoup aidé par son patron, puisque Donald Trump, qui persiste à mettre le feu à l'économie américaine dès qu'il tombe sur un bidon d'essence, n'aide pas le système. Quoi qu'il en soit, à chaque publication, le taux d'inflation sur 12 mois glissant baisse gentiment et les économistes se félicitent de ce qui est en train de se passer. Et puis alors les politiques se félicitent encore plus. Par contre, vous, de votre côté, quand vous les écoutez se gargariser de leur réussite, vous avez quand même l'impression de regarder une série télévisée où des gens vivent dans un autre monde qui n'est pas tout à fait le même que le vôtre et qu'à chaque baisse de 0,1% sur les chiffres, il y a des faux applaudissements comme dans les séries américaines. Par contre, vous, chez vous, dans votre vie à vous, bah vous avez l'impression que votre frigo, il est vide, plus vite qu'avant, et qu'à chaque fois que vous faites les courses, la caissière vous braque le contenu de votre porte-monnaie. Comme si vous aviez 14 enfants à charge et 3 ex-femmes qui réclament leur dû. Alors vous avez aussi le sentiment que votre plein d'essence vous coûte toujours plus cher, toujours trop cher, à tel point que parfois, je dis bien parfois, vous avez envie de vous acheter une voiture électrique. Mais là, vous vous rendez compte que l'électricité, elle est bien trop chère aussi, donc vous renoncez, mais l'essence est quand même trop chère. Et puis que le resto du samedi soir est devenu carrément un luxe. Ah, alors c'est quoi finalement ce délire? Pourquoi on se sent plus pauvre alors que tout va mieux? Si on croit ceux qui savent, dans l'économie en tout cas. En fait c'est assez simple, mais je vais vous expliquer pourquoi s'appauvrir est inévitable, parce que l'inflation est peut-être moins un problème qu'elle ne le fut il y a 3 ans, mais le gros problème c'est qu'elle a laissé des cicatrices. Et des cicatrices qui ont été très mal recousues en plus, donc ça laisse des traces. Je vous explique. Tout d'abord, il faut bien comprendre, la baisse de l'inflation, c'est pas la baisse des prix. L'inflation qui ralentit, ça veut dire que les prix montent, mais qui montent juste un peu moins vite. Mais ils continuent quand même de monter, et ça, on ne vous le répète pas assez. Forcément, parce que si on vous le répétait trop souvent, et pire, si par malheur vous commenciez à bien comprendre, il y en a qui trembleraient de trouille à Matignon. Si un produit est passé par exemple de 100 € à 120 € en 2 ans et qu'il ne monte que de 2 € cette année, il coûtera quand même 122,40. Ce qui, vous en conviendrez, est quand même plus cher que le prix de l'an dernier. Alors oui, l'inflation n'est que de 2%, mais c'est quand même plus cher. Donc votre pouvoir d'achat, lui, il continue de se faire la malle tranquillement, silencieusement, mais sûrement. Et oui, alors vraiment, oh oui, plus que sûrement. Non, parce qu'en fait, l'inflation monte, les prix montent, les marges des distributeurs augmentent, et les salaires des politiciens augmentent aussi, mais pas les vôtres. Enfin, pas assez, probablement. Et si, comme la majorité, vos salaires, eux, n'ont pas suivi la course folle des prix depuis 2021, eh bien, le décalage, aujourd'hui, il est là. Il est vraiment réel. Et c'est plus un décalage, c'est un fossé qui se creuse chaque jour, surtout si vous êtes augmenté de 1% par année depuis 5 ans. Et ça, c'est un problème qu'on n'efface pas avec une jolie courbe descendante dans une présentation PowerPoint. Pourtant, c'est exactement ce qu'on essaie de faire en vous parlant d'inflation à nouveau sous contrôle sur 12 mois glissants. Méfiez-vous de ce genre de terminologie. Ils ont le beau rôle, ces fameux 12 mois glissants. Pourquoi est-ce qu'on vous cache ce qui s'est passé avant les 12 mois? On vous le cache parce que les prix sont tellement montés entre 2021 et 2025 qu'aujourd'hui, c'est plus un écart qu'on doit combler. C'est un trou, un gouffre, comme celui de la Sécu en France, celui qu'on connaît, mais qu'on ne comblera jamais. On le sait. Sans compter que durant ces 4 années maudites, il y a des produits
certains postes de dépenses comme l'énergie, l'alimentation, le logement, qui ont explosé sans jamais revenir en arrière. Et ça, personne n'en parle. Ça reste très discret. Enfin, là, on va quand même en parler, parce que c'est indispensable. Là, je fais un petit intermède d'actualité, parce que l'inflation, c'est quand même le sujet du moment. Il y a quelques jours, les Américains ont publié leurs chiffres du CPI, les fameux indices des prix à la consommation. Contrairement à ce que l'on craignait, avec les tarifs douaniers de Donald Trump qui s'empilent comme des Legos, l'inflation a ralenti, plus de 2,4% sur un an. Alors oui, c'était un peu plus qu'en avril, qui était à 2,3%, mais moins que ce que les économistes attendaient à 2,5%. Donc du coup, c'est encore une super bonne nouvelle, encore une raison de plus pour que les marchés continuent de monter. Encore une raison pour que Trump tire à boulet rouge sur Jérôme Powell pour le forcer à baisser les taux. N'est-ce pas Mr. Too Late? Oui, Mr. Too Late, c'est pas un héros de Marvel, c'est le surnom que Trump a donné à Powell dorénavant. Et donc mieux encore, le fameux core CPI, celui sans l'essence, ni les brocolis, ni les loyers, eh ben, il reste à 2,8% sur un an. Là encore, un chouïa en dessous des prévisions. Pas de quoi paniquer sous Trump 2.0, tout est sous contrôle, sauf Los Angeles. Et vous voulez savoir ce qui a pesé à la hausse? Eh ben, les loyers, encore et toujours les loyers. Et c'est grâce au pétrole qu'on a limité la casse. Le pétrole qui a lâché 1% sur le mois de mai. Merci les Saoudiens. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, depuis la fin du mois de mai, le pétrole a tout repris, et même plus, et il est en train de casser les résistances. Mais ça, on s'en fout une chose après l'autre. Donc aujourd'hui, on est super content en cette fin de printemps parce qu'on était certain que les droits de douane allaient pousser l'inflation à la hausse et provoquer une sorte de problème kafkaïen insoluble, l'inflation qui repart, la croissance qui se ramollit, et le mot stagflation qui nous angoisse toujours un peu plus. L'inflation est donc plus calme que prévu, Trump continue son numéro de marchand de tapis à coups de taxes, et Powell va se retrouver dans les cordes à force de ne rien faire, et les marchés, eux, ils attendent en achetant encore, et en achetant encore. L'économie américaine a encore répondu présente, et l'inflation n'est pas en train de nous planter un couteau dans le dos, pas encore, malgré ce qu'on craignait. Mais revenons néanmoins à notre problématique de zoom et de dézoom. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui se nourrit de l'endettement. Oui, aux États-Unis, en avril, les ménages américains ont ajouté 18 milliards de dettes à la consommation. On est à 5 000 milliards de crédits à la consommation aux États-Unis. 885 milliards de plus en 5 ans, soit une augmentation de 22%. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que les prix sont devenus insupportables et que les gens veulent continuer à vivre comme avant. Alors, je vous le disais il y a un instant, il y a un gouffre entre la progression des prix sur 5 ans et la progression de votre salaire sur 5 ans. Et du coup, vivre comme avant, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant, et ça ne rapporte pas plus. Enfin, pas plus en général. Alors on tire sur la corde, on rallonge les crédits, on étale les paiements, et on continue de faire semblant que tout va bien. Mais au fond, on sait, on vit à crédit, et à un moment, la banque, eh bien, elle va fermer le robinet. La croissance que l'on crée avec de la dette, c'est pas une croissance réelle de l'économie, c'est du dopage économique. Et le PO, le produit dopant, eh bien, c'est l'endettement lui-même. Non, les statistiques, c'est pas la réalité. Et puis, quand on parle d'inflation, il faut bien comprendre que ce sont des statistiques. Et que les statistiques, c'est comme les politiciens. On leur fait dire ce qu'on veut, tant qu'ils touchent du pognon à la fin. Le CPI, ce fameux indice des prix à la consommation, est utile, mais c'est une moyenne. Et vous savez ce qu'on dit des moyennes ? Si vous mettez une main dans le four et l'autre main dans le congélateur, en moyenne, vous êtes bien. Sauf que vous sentez quand même la brûlure et le froid, et pas la moyenne des deux. Donc si le CPI vous dit que les prix n'ont augmenté que de 2,5% cette année, mais que votre loyer a pris 12% et que vos courses ont doublé, eh ben vous n'êtes pas dans la moyenne. Vous êtes tout simplement dans la galère, la grosse galère. Et encore, cette dette moyenne, elle ne tient pas compte des réalités individuelles. Une famille avec des enfants n'a pas le même panier qu'un retraité qui est en solo. Une personne à Paris ne vit pas comme une autre à Limoges. Et pour ce qui est du CPI, eh bien, c'est tout à fait pareil. Alors quand les gouvernants nous disent « tout est sous contrôle, on a juste envie de leur faire bouffer leur ticket de caisse », le ticket de caisse des courses du week-end est de leur exploser notre téléviseur en pleine figure, sauf que le prix du téléviseur, lui aussi, il a augmenté. Et là, je vous garde le meilleur pour la fin. Et il faut que vous reteniez ça. Même avec une inflation sous contrôle, vous perdez en confort de vie. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que l'inflation cumulée depuis 2020 dépasse les 25% sur certains produits de base. Vous voulez des exemples? Les produits ménagers ont pris 31%, les œufs ont pris 50%, le bœuf a pris 33%, la farine 33%, le sucre plus de 40%, les boissons gazeuses plus 32%, le pain blanc 59%, les pommes de terre 30%,
le cacao 350% et le café 264%. What else? Double. What else? Et il n'y a pas que la bouffe, la bague Cartier a pris 64%, le sac Chanel a pris 91%, le lithium a quadruplé, le cuivre a doublé et le rhodium a pris 70%. Heureusement que j'ai arrêté le chocolat. Et puis alors vous, dans tout ça, vous avez eu une augmentation de 25% sur votre salaire sur la même période? Non? Vous n'avez pas eu? Bah voilà, tout simplement, c'est QFD, donc vous êtes moins riche que pendant le Covid. C'est tout simplement mathématique, c'est économique, et cette érosion, elle ne se voit pas tout de suite. C'est sournois, on se serre la ceinture, on évite les extras, et puis un jour on réalise qu'on n'a plus les moyens de se faire plaisir. C'est pas une crise soudaine, c'est une lente asphyxie financière. Et le plus vicieux, c'est que ça devient normal. On s'habitue à faire avec moins, à vivre plus petit, et ça, c'est la vraie victoire de l'inflation, nous résigner. Et pendant ce temps-là, on nous dit à la télé que ça va beaucoup mieux et que l'inflation est sous contrôle. Mais on nous parle de l'inflation des 12 derniers mois, et ça, c'est quand même vachement facile. Et ça, il n'y a personne qui pose la question à Macron ou à Bayrou pour savoir ce qu'il compte faire. Personne. Pourtant, sur les 5 dernières années, vous avez perdu énormément en qualité de vie. Mais le plus fou, c'est que pendant que vous vous battez pour faire vos courses sans exploser le budget, eh bien, Wall Street s'envole. Les marchés boursiers ont atteint de nouveaux records un peu partout, les entreprises technologiques cartonnent et les profits continuent d'exploser. Pourquoi? Parce qu'eux, ils surfent sur l'inflation. Ils augmentent les prix, ils réduisent les coûts, en gros, ils licencient, ils automatisent et globalement, ils sont en croissance. Et le consommateur, lui, pour courir derrière, il paye, il s'endette, il s'adapte, il subit et puis lentement, il s'appauvrit. Et ça, c'est l'économie moderne. Ceux qui possèdent les actifs gagnent toujours. Ceux qui vivent de leur travail s'essoufflent beaucoup plus. On a donc basculé dans un espèce de capitalisme où la performance financière est déconnectée du bien-être général. Et tant que la bourse monte, tout va bien, même si le peuple rame. Oui, parce que Wall Street versus Main Street, c'est le vieux combat éternel entre ceux qui ne se comprennent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se comprennent pas? Eh bien parce que pendant que Main Street galère, Wall Street continue de grimper. Une crise, c'est pas grave, les marchés chutent, puis rebondissent avant même que le chômage ne commence à baisser. L'inflation explose, Main Street souffre, Wall Street encaisse. Surtout les entreprises qui peuvent augmenter leurs prix, qui ont du pricing power. La Fed baisse les taux, Wall Street s'envole immédiatement, Main Street ne voit pas la différence tout de suite, voire peut-être même jamais. Et le vrai problème, par-dessus tout, le vrai problème, c'est que Wall Street peut influencer les décisions politiques. Alors que Main Street, mis à part faire du bruit, ça ne change pas grand-chose. Et souvent, les politiques économiques sont faites pour rassurer les marchés et pas forcément pour soulager les familles. En résumé, Main Street, c'est je veux que la vie coûte moins cher et Wall Street, c'est je veux que l'action Walmart monte beaucoup plus haut. Deux réflexions totalement différentes, vous en conviendrez. Et quand l'un souffre, l'autre peut prospérer. Et c'est là toute la schizophrénie du système aujourd'hui. Donc non, l'inflation n'est pas finie, elle a juste l'air d'être sous contrôle et l'air d'être maîtrisée. Mais à la première occasion, elle sautera dessus pour repartir à la hausse. Et tant que vos salaires ne rattrapent pas les hausses passées, tant que les prix restent élevés, tant que vivre dignement coûte toujours plus cher, eh bien vous continuerez indirectement à vous appauvrir, même si les économistes vous disent que tout va bien, puisque l'inflation est revenue à des niveaux corrects, même si les politiques vous disent qu'ils ont fait leur job, puisque l'inflation est revenue à des niveaux corrects. Alors gardez les yeux ouverts, lisez bien les chiffres, comprenez-les bien, mais écoutez surtout votre quotidien, parce que lui, il vous ment pas, en l'occurrence. Et si jamais un jour on vous dit que les gens se plaignent pour rien parce que tout va bien selon les statistiques, d'abord les statistiques ça s'interprète et puis montrez-lui cette vidéo, peut-être qu'il comprendra que l'inflation est peut-être sous contrôle et transitoire aujourd'hui, mais que le mal a été fait avant, bien avant. Bon, maintenant, dernière chose, c'est bien joli de se plaindre et de se dire que c'est trop dur et qu'à la fin on va tous mourir dans d'atroces souffrances et que l'inflation a déjà gagné, mais il y a aussi des moyens d'essayer de se protéger en investissant intelligemment, de limiter la casse et aussi en évitant les trucs qu'il faut absolument pas toucher dans ce genre d'époque. Voici donc 5 suggestions pour essayer de limiter la casse en investissant. Tout d'abord, il faut fuir le cash statique. Si vous pensez que votre compte épargne bosse pour vous, vous vous trompez, il bosse surtout pour la banque. Gardez 10-15% de liquidité pour la flexibilité ou pour les urgences, oui, ça c'est ok. Mais le reste doit bosser pour vous. L'argent qui dort fond avec l'inflation. 2% d'inflation, c'est 2% du pouvoir d'achat annuel qui s'envole. Misez sur les actifs réels ensuite, les actifs tangibles, l'immobilier si possible, matières premières, terres agricoles, etc. Ce sont des actifs qui profitent de l'inflation ou qui y résistent mieux en
tous les cas. On a toujours dit dans les écoles de bourse que l'or était la protection idéale contre l'inflation. Bon, je sais pas si c'est trop vrai, c'est peut-être devenu un truc spéculatif aussi, mais bon, dans le doute, soyons tangibles. Certains disent que le Bitcoin est une bonne solution, mais je ne vais pas rentrer dans le débat tout de suite. En 3, il faut acheter des actions qui ont un pricing power, des sociétés qui ont la capacité de pouvoir augmenter leur prix sans perdre leurs clients. Par exemple, LVMH, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Apple, tous ces gens-là peuvent augmenter les prix et ils vont continuer à faire du business. Ces entreprises répercutent l'inflation sur le client et maintiennent leur marge. Alors d'accord, vous êtes aussi un client, mais au moins, il y a une partie des bénéfices qui vont vous revenir. En 4, il y a aussi la thématique de la diversification internationale. Ne pas se limiter uniquement à son pays. Certaines zones géographiques gèrent mieux l'inflation que d'autres. Et certaines monnaies résistent mieux. Par exemple, le franc suisse et le dollar, par exemple, en période de crise. Pas maintenant, mais en période de crise. Et puis, il faut, en 5, investir dans des boîtes qui payent des dividendes croissants. Les entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes protègent un peu contre l'inflation. Alors, vous touchez un cash flow croissant dans le temps. C'est pas une assurance à 100%, mais c'est un matelas qui grandit petit à petit. Et puis, si vous n'appliquez aucune de ces suggestions, voici ce qu'il ne faut absolument pas faire. Vous évitez les obligations longues à taux fixe en période d'inflation. En général, on se fait laminer. Les entreprises zombies qui n'ont pas de pricing power ni de croissance parce qu'elles vont fondre avec les marges. Et puis l'illusion du livret A quand il vous sert 3% et que la vraie inflation est sur tes dépenses elle est plus de 6%, ben t'es déjà à moins 3% sur l'année. Alors voilà, il n'y a pas de solution miracle à tout ça. Mais ça reste important de bien comprendre son ennemi. Et comme disait Sun Tzu, qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l'autre et ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Voilà, si vous aimez ce genre de décryptage sans filtre, abonnez-vous à la chaîne Zone Bourse, activez la cloche et surtout partagez cette vidéo avec ceux qui galèrent sans vraiment comprendre pourquoi et comment fonctionne cette foutue inflation. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour dans le monde merveilleux de la finance et des marchés financiers et de la macroéconomie. D'ici là, si vous croyez encore ce qu'on vous dit sur l'inflation, posez-vous encore plus de questions. Bonne journée à tous. Salut!